Mélanie De Jesus dos Santos quitte Saint-Étienne pour s'entraîner aux États-Unis. Après plusieurs années à s'entraîner au pôle France à Saint-Étienne, la gymnaste s'envole pour les États-Unis avec un objectif clair en tête, les JO de Paris 2024. C'est ce qu'on pouvait lire évidemment dans la presse il y a quelques semaines, mais ce n'est pas la seule. Évidemment, est-ce un secret parmi d'autres pour gagner ? C'est parti aujourd'hui pour le 3e volet de l'âme des Jeux, les petits secrets des grands champions. Bonjour Christophe Bourgois-Constantini. Bonjour Marie-Ange. Alors aujourd'hui, 3 petits points. Une autre devinette ? Toujours la devinette pour que vous essayiez de trouver notre invité du jour. Si je vous dis qu'il a toujours été 4-5 classements depuis qu'il est jeune derrière tout le monde. Si je vous dis que la Fédération française de tennis n'a pas voulu de lui. Si je vous dis qu'il a été plusieurs fois honoré par sa faculté du Kentucky. Si je vous dis qu'il a gagné un tournoi futur. Et si je vous dis qu'il a fait comme Léon Marchand, vous me dites... Ce serait pas votre fiston. C'est le César, le fils de Christophe. Bonjour César. Bonjour César. Bonjour à vous. Bienvenue, vous êtes là en chair et en os. On peut donner la raison ? On peut dire pourquoi ? Car je suis blessé en ce C'est moment. des choses qui Éloigné arrivent. des cours, oui. On n'aime pas en parler quand on est sportif de haut niveau. Oh, ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours. C'est une phase obligatoire, je pense, dans une carrière. Avant cela... Christophe. Alors revenons à ces champions, effectivement, qui s'entraînent aux États-Unis. On a bien sûr notre grande chance de médaille, s'appelle Léon Marchand. On a eu Céline Boutier, qui est une golfeuse, qui est en Caroline du Nord. Kevin Tilly, qui est un volleyeur de l'équipe de France, qui s'entraîne en Californie. Vous avez cité Mélanie De Jesus dos Santos, bien sûr. Notre espoir, notre grand espoir. Vous avez également Sirena Samba Mayela, qui a quitté un groupe français de Teddy Tango pour rejoindre Orlando et l'entraîneur John Coughlin. Et effectivement, ils sont très nombreux à quitter la France pour aller s'entraîner aux États-Unis. Alors César, vous avez eu à peu près le même parcours, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on reviendra sur les conditions de la draft, les examens qu'il faille pour aller aux États-Unis, mais vous avez donc eu une aventure de quasiment 5 ans aux États-Unis dans une fac. Racontez-nous, qu'est-ce qu'ils ont en plus aux États-Unis par rapport au système français ? Ou que nous n'avons pas ou plus, peut-être aussi. La première chose qui me vient à l'esprit tout d'abord, c'est que je pense que le sport est beaucoup plus présent dans la société aux États-Unis qu'en France. Ouais. Et donc forcément, ils mettent les moyens aussi beaucoup plus financiers que chez nous. Et donc, on a des infrastructures de dingue, des super coachs. Tout ça est financé même par la fac. Donc, quand on a la chance d'avoir une bourse, on dépense 0 pour un entraînement de très haute qualité. Et donc, ça devient comme ça hyper compétitif. Et puis, il y a vraiment une émulation autour du sport. Moi, dans ma fac, il y avait plein de joueurs qui partaient en NBA derrière. Donc, en fait, ça donne un environnement hyper professionnel, hyper poussé. Et du coup, je pense que ça, c'est vraiment le gros écart. C'est vraiment la place qu'a le sport dans la société américaine. Ça a été déterminant dans votre parcours tennistique ? Ouais, ça a été déterminant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, moi en France, quand je suis parti, je devais avoir le choix entre soit lâcher un peu les études, soit lâcher le tennis, parce que c'est vrai que c'est difficile d'allier les deux en France. On n'a pas vraiment d'organisme qui nous permet de nous concentrer sur les deux. Et là-bas, en fait, c'est automatique, quoi. Vous avez le même cursus scolaire qu'un étudiant lambda. C'est fou, ça, quand même. Et vous êtes entraîné comme un sportif de très très haut niveau. Et d'ailleurs, dans le tennis, en tout cas, à peu près 20% des 100 premiers joueurs mondiaux maintenant sont passés par ce cursus. Wow. C'est vraiment du très très haut niveau, quoi. Donc c'est vraiment génial. D'ailleurs, il me semble, César, que vous me disiez que si vos notes sont mauvaises, l'entraîneur, le head coach le sait, et vous ne jouez pas le dimanche d'après. Il faut que vous ayez non seulement une tête bien faite dans un corps bien fait. Il y a des règles universitaires, donc ça c'est la NCAA, donc c'est l'organisme qui gère tout ça, qui vérifie tout ça. Et si vous avez des notes, il faut vraiment avoir des très mauvaises notes quand même, mais dans tous les cas, vous avez un peu l'obligation d'avoir votre diplôme, parce que si vous n'avez pas les bonnes notes, vous êtes suspendu et vous n'êtes pas éligible, en fait, vous n'avez plus le droit de jouer. Donc on est obligé de faire quand même un petit effort, d'aller en cours, de faire ses devoirs, même si on n'est pas intéressé par ça. Certains, ce n'était pas mon cas. Ah bon, alors ça va. Mais rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'ils apportent au sens culturel, au sens de... Comment ça se passe une journée type, par exemple, d'entraînement aux États-Unis par rapport à une journée type en France, tout simplement ? C'est vrai que
c'est beaucoup d'heures, du coup. Il y a beaucoup de culture du fighting spirit. Les entraîneurs sont vraiment dans le dépassement de soi-même, voilà, dépassement de fonction. Et puis, il y a vraiment aussi un esprit d'équipe, beaucoup plus qu'en France, je trouve. Vraiment, et c'était vraiment au service du collectif, même si nous, on était un sport individuel en Comment plus. ça On était 10 joueurs dans l'équipe, mais pour gagner la rencontre, il faut presque tout le monde gagne. C'est-à-dire que même si vous gagnez votre match, vous pouvez perdre la rencontre. Donc, il y a quand même un énorme esprit d'équipe et vous êtes là vraiment à pousser vos coéquipiers et eux pareil. Et donc, il y a vraiment encore une fois, cette émulation et tout le monde se pousse à être meilleur parce qu'on sait qu'on a besoin des autres pour essayer d'aller gagner le championnat ou même pour progresser soi-même. En France, il y a moins d'heures. Pardon, Christophe, mais j'ai beaucoup de questions. C'est vrai que c'est très intéressant. Je vous en prie. En France, comment ça se passe typiquement? Il y a plus d'histoire de mental, moins d'heures d'entraînement, je sais pas. C'est au talent, on marche au talent en France, je sais pas. Je pense qu'en France, on est très bon pour la technique. D'accord. Donc, moi, quand je suis arrivé là-bas, j'avais une bonne technique par rapport aux autres. Mais là-bas, ils vous apprennent vraiment à gagner. Peu importe comment vous jouez, c'est vraiment essayer winning ugly, ce qu'ils appelaient ça, donc gagner salement, mais alors pas salement méchamment, mais vous voyez, s'il faut faire quelque chose qui est peut-être pas esthétique, et ils le feront et pendant 2 heures, 3 heures. Donc il y a vraiment, c'est vraiment trouver la manière pour gagner. Et pas forcément jouer beau, mais jouer efficace. Vous croyez que dans toutes les disciplines, ça s'applique un peu de la même façon? La gym, c'est pareil. Alors, on a l'exemple de Mélanie, mais il y en a d'autres, évidemment. Je le golf, comme l'a dit. Peut-être mal placé pour en parler, parce que la gym, c'est vrai qu'il y a aussi des notes artistiques, je pense. Je suis pas certain. Un petit peu, Alors que nous, c'est vrai que dans le tennis, ou dans le basket ou dans le football américain... Il faut gagner, quoi. Voilà, il faut gagner. Ils ont vraiment la culture de la gagne. Mais il y a aussi un autre secret, César. Il me semble que vous jouez des matchs en fait, devant des centaines, voire des milliers de personnes. C'est-à-dire qu'en fait, dans les rencontres universitaires, il y a un engouement incroyable. Et les gens sifflent pendant que vous servez, ils hurlent, ils haranguent, etc. C'est ça vous, mentalement aussi, ça prépare, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est une atmosphère complètement différente. Alors, déjà, le tennis, c'est pas un des sports les plus médiatisés et les plus regardés là-bas. Donc, nous, on avait quand même déjà pas mal de personnes qui nous supportaient. Mais c'est vrai que par exemple au football américain ou au basket, je pense que les athlètes sont déjà façonnés et entraînés pour jouer devant 20-30 000 personnes. Enfin, moi, dans mon université, le stade de football américain faisait 70 000 places, donc presque la taille du stade de France, et il était plein la moitié de l'année, pour des universitaires qui sont même pas professionnels. Alors revenons sur ce point. C'est vrai qu'en France, on dit que tout ce qui se passe ailleurs que sur la piste ou sur le terrain, c'est du temps perdu. Aux États-Unis, c'est tout le contraire. C'est du temps gagné. Il y a une vraie porosité entre vie sportive et la vie tout court. Comment vous l'avez vécu, ça ? Oui, c'est vrai. Ça, après, je pense que c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé vraiment un équilibre parce que quand j'étais en France, j'avais peut-être moins de vie sociale parce qu'en fait, j'étais pas aussi dans un organisme qui pouvait créer de la vie sociale. Là, vous êtes dans une université, donc vous avez plein de jeunes autour de vous. Donc, ça vous permet déjà aussi de trouver une stabilité sociale. Et puis, ça vous permet aussi d'aller à l'école. Donc, vous avez un peu ce triangle qui, moi, je pense, est très important. Social, école, université et sport. C'est-à-dire que la forme de pression n'est pas du tout la même. On a l'impression qu'en France, c'est vas-y, tu bosses, tu fais que ça, tu t'enfermes dans ton cours de tennis, si je puis dire, et tu fais rien d'autre. Aux États-Unis, c'est tout le contraire. La pression, donc, n'est pas la même. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est surtout que c'est bien mis en place, quoi. Ça donne l'opportunité de rencontrer plus de gens. Parce que vous êtes dans une université. En France, comme vous dites, on est un peu solo. Moi, avant de partir aux États-Unis, je m'entraînais tout seul. En plus, c'est un sport individuel. C'est sûr qu'on a moins de potes, on a moins de temps. Et puis, il faut faire des sacrifices. Donc, faut pas trop sortir. Mais là-bas, vous mettez ça un peu de côté, même si vous faites pas tout et n'importe quoi. Mais vous vous empêcez pas d'aller un vendredi soir ou samedi soir. C'est étonnant, ça. Il y a une histoire de culture, c'est très intéressant ce que nous raconte César. Et en plus, il y a une ouverture d'esprit parce que vous avez été confronté à des gens de nationalités différentes. Vous aviez des Américains, des Canadiens, des Espagnols. Il y a ce qu'on appelle vraiment un multiculturalisme. Et j'imagine que ça aussi, ça apprend beaucoup sur plein de choses. Ouais, c'est sûr. Culturellement, on avait vraiment beaucoup de nationalités différentes dans l'équipe. Et c'est vrai que c'était sympa, quoi. On s'entendait super bien quand même. Et puis, c'était vraiment
vraiment intéressant. Et puis moi, ça m'a fait un petit choc culturel d'aller vivre dans le Kentucky, mais je trouve que c'était riche aussi quand même comme expérience. Alors justement, est-ce qu'il faut du temps pour s'intégrer ? Ouais, il faut du temps quand même. Il faut du temps. Moi, j'ai mis quand même 6 mois, 1 an à trouver mes marques. Déjà, il y a la barrière de la langue quand même. C'est-à-dire que même si je parlais correctement, c'est difficile. Quand, vous savez, les gens rigolent entre eux autour de vous, essayez de tout comprendre, les éléments de langage, etc. Donc, on est un peu mis à l'écart au début, même s'il vous facilite un petit peu pour la cohésion, mais c'est quand même pas évident au début. Il faut trouver ses marques. Et c'est pour ça. Mais après, au bout d'1 an, je trouve que ça se fait tout seul. Ouais. Et c'est un parcours du combattant. Comment on fait pour être drafté ? Donc voilà, on est pour tous les papas ou les joueurs de tennis qui nous écoutent, vous êtes sur un terrain, vous jouez quand même plutôt pas mal, hein, faut pas être une quiche, mais comment ça se passe après, jusqu'au parcours des tests de langue, le GMAT, le TOEFL que je vous ai vu faire et passer, etc. Comment se passe tout ce parcours en fait ? Le plus important déjà, il faut avoir le bac. Et continuer un petit peu ses études. En fait, ils vous considèrent comme amateur, donc il ne faut pas arrêter l'école. Sinon, on ne peut pas être drafté là-bas. Donc ça, c'est important. Et puis après, ensuite, vous devez faire des tests pour votre anglais, pour tester, donc le TOEFL, le SAT, donc ça, c'est des tests aussi mathématiques et compréhension de l'anglais, mais qui ne sont pas archi difficiles si on y passe un peu de temps et qu'on travaille dessus un peu. Et puis après, il faut se faire drafter. Moi, j'avais un agent, j'en avais entendu beaucoup parler parce que dans le tennis, c'est très présent. Il y a beaucoup de Français qui partent après le bac là-bas. D'accord. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives, comme je disais un peu plus tôt, en France, si vous voulez allier études et tennis. Donc, c'est devenu hyper connu. Nous, on le sait tous qu'il y a ce tremplin. Et en plus, on le voit de plus en plus à la télé avec des finalistes de Grand Chelem qui sont passés par là. C'est très connu. La préparation mentale n'est pas la même. Tout ce qui est coaching, on en parlait dans une précédente émission. Apparemment, le mental, c'est pas c'est pas le point fort de la France, quoi. Ouais, c'est vrai. Encore une fois, moi j'étais un peu solo en France, donc j'avais pas vraiment de coach mentaux ou quoi que ce soit. J'avais que mon coach tennis, qui avait un peu cette casquette de faire un peu tout, mais après, je pense que ce qui est intéressant là-bas, c'est une culture différente. C'est-à-dire c'est vraiment, moi ce que j'ai appris là-bas, c'est le coach, il vous fera jouer que si vous allez gagner, quoi. Donc, les affinités sont mises de côté, et c'est le business, quoi. Quand ça, on joue, et il faut gagner, peu importe la manière, et donc vous devez mettre un peu votre ego de côté, vos petits problèmes de côté. Vous en prenez plein la tronche, c'est ça que vous êtes en train de me raconter. Au début, c'est un peu difficile, ouais. Il faut quand même... il faut avoir les épaules larges pour encaisser un peu au début. Mais vous voyez, là, on parle de Jeux Olympiques, on parle de tennis. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on a des structures en France. On a l'INSEP, on a des centres d'entraînement. Il n'y a qu'à voir le tennis, vu le nombre de licenciés. Ça fait 50 ans, 40 ans depuis Yannick Noah qu'on n'a pas eu un champion. Et vous savez pourquoi ? C'est pénible. Et c'est ça qui est dommage de voir tous ces graines de champions partir aux États-Unis. Alors, il faut un peu d'argent, hein, parce que le système, c'est que si votre enfant... on n'a pas parlé de ça. On en parlera après. Si votre enfant est bon, vous ne payez pas. Ouais. S'il commence à rentrer, vous payez quand même de l'ordre de 50 000 $ par an. Hors le logement, etc. Donc ça fait quand même de l'argent. Mais il n'empêche qu'il y avait par exemple un centre d'entraînement dans le sud de la France, à Sophia Antipolis. Un truc magnifique, en plein air, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la Fédération française de tennis ? Je vous le donne en mille, sachant que c'est un sport qui se joue essentiellement en outdoor. Ils ont migré pour des questions politiques dans un endroit, c'est pas Orléans, c'est à Poitiers, sous la flotte, dans des centres fermés. On en est là, quoi. On en est là. C'est-à-dire, cette fédération, non seulement elle ne se base que sur des classements, donc des chiffres, voilà, des classements, des chiffres, alors que dans la plupart des autres fédérations, ils font confiance aux joueurs, ils le poussent, tout le monde joue en outdoor, etc. Vous êtes d'accord avec ça, César ? C'est quand même une aberration. Le parent pauvre en France, quand même. On a du mal encore à assumer la fierté d'une victoire, d'un sport. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu le parent pauvre, quoi. Voilà, ouais, non, c'est vrai. Ça, c'est... Après, c'est difficile de dire ce qu'il faudrait mieux faire ou moins bien faire. Je suis pas encore assez bien placé pour dire ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, c'est vrai que ce cursus universitaire aux États-Unis, il est vraiment incomparable avec ce qu'on pourrait avoir en France comme alternative.
Ça, la preuve, c'est que tout le monde va s'entraîner la là-bas. preuve, Quoi. tout le monde Enfin, tout le y monde va. a Exactement. beaucoup. Jadis, je crois que c'était pas mal la Russie aussi. Alors, notamment patinage artistique. Alors, chacun a un peu sa discipline fétiche. Hein. Chaque pays, j'imagine, a un peu sa discipline de prédilection. Mais je crois que la Russie et les pays de l'Est, donc il y avait la gymnastique évidemment, et puis le patinage artistique, parce que effectivement, on s'en prenait plein la tronche. Je disais ça, mais des championnes françaises qui étaient venues et qui avaient changé complètement de mindset et de niveau et de performance. Bon, il y a quelques échecs, cependant. Souvenez-vous, notre double championne olympique d'athlétisme, Marie-Jo Perret, qui était partie s'entraîner aux États-Unis, c'était un échec. On avait à l'époque, avant qu'il soit rattrapé par des affaires malheureuses, on avait un champion de natation qui a été s'entraîner aussi avec Bob Bowman, le fameux, celui qui s'occupe de Léon Marchand. Ça s'est mal passé aussi. Il a dû rentrer. C'est pas une garantie de 100%, mais ce qui est certain, c'est que là, je prends mon regard de père, c'est que ça fait quand même des êtres humains extrêmement équilibrés. Ouais. Et quand on voit le tennis français et les gens, et je me suis occupé de certains d'entre eux, ils sont monoculture, monomaniaques. Il n'y a aucune ouverture d'esprit, en fait. Il n'y a pas... Franchement, si je dois le redire souvent, il n'y a pas plus chiant que d'échanger avec un champion de tennis. Je ne sais pas comment font leurs femmes, parce que c'est vraiment quelque chose... Ils sont narrow-minded, quoi. Alors qu'aux États-Unis, on le ramène par l'espace, par le multiculturalisme, par ce challenge de réussir tout le temps. T'es pris, t'es bon, t'es pris, t'es pas bon, t'es pas pris. C'est très clair, etc. Il y a plein d'avantages, en fait. Ouais. Effectivement, puis l'ouverture d'esprit, je pense que on consacrera bientôt une émission sur le lâcher-prise, mais certainement que ça joue. J'y ai tout de suite pensé tout à l'heure. Évidemment, si vous avez le cerveau qui est tout le temps en mode pression, près le corps aussi, bah forcément, soit ça claque, soit ça lâche, soit ça se décourage, je sais pas, mais je suis pas sportif de haut niveau. Mais Non, bien sûr, et puis il y a vraiment le côté plaisir aussi, parce que on en a même pas parlé. À la fin de la journée, vous êtes avec vos potes en fait en train de jouer toute l'année dans des super infrastructures avec des super coachs qui sont bienveillants. Donc il y a un peu de pression, certes, de résultats, mais sinon c'est quand même que du plaisir. Donc on perd pas ça de vue. Alors César, juste pour en venir à vous, parce qu'on n'a pas tellement parlé de vous finalement, quels sont vos rêves? Vous êtes jeune, vous avez quel âge? Je sais pas J'ai 26 ans. 26 ans, quels sont vos rêves? Mon rêve, ça serait de continuer à pouvoir jouer au tennis et de continuer à progresser. Donc, ça passe par essayer de guérir de cette blessure que je traîne un peu depuis quelques temps maintenant. Aïe. Mais voilà, ça serait mon rêve. Et Roland Garros, ça vous fait rêver ou pas? Bien sûr. Comme tout joueur de tennis, surtout français, c'est le rêve ultime. Vous faites partie justement de la graine française, j'espère. Christophe, vous en pensez quoi? mais moi, j'en pense, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a déjà gagné. Il a déjà gagné par rapport à son parcours. Est-ce qu'on disait avec 600e mondial, il a dû gagner pour notre précédent intervenant de l'émission d'hier, Lionel Torres. Voilà, c'est une philosophie. Quand Lionel dit, moi je passais 15 minutes, champion du monde de tir à l'arc, qui était notre invité hier, je passe 15 minutes à étudier le terrain, à voir. En fait, ce que j'essaye d'inculquer un tout petit peu à César, c'est cette ouverture d'esprit. Il n'y a pas que la technique. Il y a plein de choses. C'est le rituel, il y a la ritualisation, il y a la manière de se nourrir, la manière de dormir, il y a étudier le stade, comment il est, le vent, l'influence du soleil. C'est comme un territoire de chasse, en fait. Ouais. Non, mais quand on sortait en tant qu'homo sapiens sapiens, c'est ça qu'il faille inculquer. C'est pas simplement de tenir une raquette et de taper fort. Pratiquement tout le monde saurait le faire, grosso modo. C'est vraiment les petits détails. Cette somme de petits détails, c'est un sport très précis. Alors, j'ai demandé ce qu'apporte le tennis en termes d'école de vie, parce qu'on en profite quand on reçoit des champions avec Christophe Bourgois-Constantini d'avoir un petit peu invité les invités. Les champions à nous faire un peu rêver sur ce qu'apporte au fond chaque discipline. En 2 mots, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'apporte le tennis de haut niveau? Ça apporte de la discipline, je pense, et puis ça apporte d'apprendre à se connaître, à gérer ses émotions et apprendre à vraiment mieux se connaître. Ouais, intéressant. Merci César. Mais je vous en prie. Et puis on vous souhaite de belles victoires au pluriel, attention. Moi je vous attends à Roland-Garros dans 2 ans. Merci César. Merci beaucoup. Merci Christophe, et à demain. Merci Marie-Ange, oui, demain. C'est parti, la suite de l'âme des jeux, demain.